Le M23 a-t-il réellement quitté la ville d'Uvira comme annoncé par la rébellion? Le gouvernement provincial du Sud Kivu émet des réserves et des doutes. Il dénonce une manœuvre visant à faire baisser la pression internationale. En justice, la Cour constitutionnelle examine vendredi 2 requêtes en inconstitutionnalité introduites par Constant Muntamba selon un extrait de rôle consulté par la presse. La première requête vise les résolutions de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction et les poursuites à sa charge. La seconde porte sur un arrêt avant dire droit rendu par la Cour de cassation que le requérant estime contraire à plusieurs dispositions de la Constitution. Et puis à l'approche des festivités de fin d'année, les autorités nationales et celles de la capitale serrent la vis et rassurent sur les mesures de sécurité prises. Dans le monde, les États-Unis sanctionnent 2 nouveaux juges de la Cour pénale internationale en soutien à Israël. Washington demande à la CPI d'annuler les mandats d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a fermement contesté dans un communiqué officiel rendu public l'annonce sur le retrait de la FCM 23 de la ville d'Uvira, dénonçant une simple manœuvre de dissimulation destinée à atténuer la pression internationale sans traduire un véritable désengagement militaire sur le terrain. On va suivre un extrait du dit communiqué. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et 1 ou 2 éléments à bord. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kachekebwe à destination de Moye et au plateau d'Uvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tuguaneo et les Red Tabara amenés dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Uvira. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Uvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda, avec pour objectif de mettre à genoux l'économie de la province. Et pourtant, cette usine était déjà en pleine relance par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la création de plus de 3000 emplois en faveur des jeunes d'ici. Dans le même registre, le débat autour du retrait du M23 de la ville d'Uvira et la polémique que cela suscite préoccupe au plus haut point la société civile. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Claude Katende, président de l'Azado. Bonjour président, comment réagissez-vous à ce retrait annoncé et que recommandez-vous au gouvernement de la République ? Pour ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne chose si les troupes rwandaises se retirent de la ville d'Uvira. Maintenant,
En ce qui concerne les débats, ils se sont retirés ou ils ne se sont pas retirés. Pour moi, il est clair que si les forces d'occupation se retirent, c'est l'administration du gouvernement congolais qui doit pouvoir récupérer cette ville comme cela a été fait pour Walikale. Donc, il n'est pas question de dire ils se sont retirés ou ils ne se sont pas retirés. Il est important que le gouvernement de la République démocratique du Congo envoie une délégation sur place, constituée des civils, constituée des militaires, pour aller se rendre compte effectivement s'ils sont partis ou pas. Ce qui est vrai, c'est que connaissant la stratégie d'infiltration des troupes rwandaises depuis bien longtemps, il est clair qu'on doit rester vigilant, mais il faut que quelque chose soit fait en termes de récupérer cette ville par le gouvernement congolais. On ne devrait pas rester dans la position de dire ils se sont retirés, ils ne se sont pas retirés, ils ont placé des infiltrés. Il est question d'aller et de prendre cette ville. Et je pense que les forces armées qui sont dans les environs et les autorités administratives et politiques qui sont là peuvent faire ce travail. Nous avons déjà vécu le premier cas avec Walikale, ça peut aussi se faire de la même façon. Merci à vous, Jean-Claude Katende, pour ces détails. Je rappelle que vous êtes président de la ZADO. Poursuivons ce journal pendant ce temps. L'Union sacrée de la nation, plateforme politique soutenant le président Félix-Antoine Tshisekedi, a pris d'assaut les rues du national afin de manifester son rejet de l'agression rwandaise et son soutien à la souveraineté du pays et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cadres et militants des différentes formations politiques composant la majorité présidentielle dénoncent les velléités expansionnistes du Rwanda, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis le vice-premier ministre Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Lukoho Bihango Jacquemin a présidé à Kinshasa une réunion du comité provincial de sécurité élargi aux comités locaux de sécurité des communes. Cette rencontre a réuni les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, les bourgmestres des communes, les chefs des quartiers et des rues ainsi que les responsables des services de sécurité. Elle avait pour objectif d'analyser les causes et les indicateurs de l'insécurité dans la capitale et identifier des solutions concrètes afin de renforcer la sécurité avant, pendant et après les festivités. Cette démarche s'inscrit dans les cadres des orientations issues de la dernière réunion du Conseil des ministres qui recommande aux provinces de prendre des dispositions appropriées pour permettre aux populations de célébrer les fêtes dans la paix et dans la quiétude. À cette occasion, le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a rappelé à l'ensemble des gouverneurs des provinces l'obligation d'organiser des réunions du comité provincial de sécurité élargi aux comités locaux de sécurité. Nous avons demandé aux différentes provinces de convoquer des comités de sécurité élargie. Comme nous sommes dans la capitale, le ministère de l'Intérieur a pris l'initiative de se retrouver avec la ville-province de Kinshasa, le gouverneur, les bourgmestres des communes, les chefs de quartier, pour identifier, analyser et trouver des solutions aux différentes causes et indicateurs de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui fait que nous sommes retrouvés dans ce format assez large et riche, avec non seulement les responsables des entités, mais aussi les responsables des différents services de sécurité, police, migration et renseignement, pour qu'ensemble nous puissions faire cette séance de travail. Les différents acteurs impliqués dans la nouvelle gouvernance sécuritaire des proximités ont, des concerts avec les vice-premiers ministres, identifié les principales causes de l'insécurité à Kinshasa. Les rapports issus de ces travaux seront transmis au Conseil des ministres pour compétence en vue de la prise des mesures idoines pendant cette période sensible de fin d'année. Et puis, je l'ai dit au sommaire, en bref, la Cour constitutionnelle examine ce vendredi 2 requêtes en inconstitutionnalité introduites par Constant Moutamba. Selon un extrait de rôle consulté par la presse,
La première requête vise les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction et les poursuites à sa charge. La seconde porte sur un arrêt avant dire droit rendu par la Cour des cassations que le requérant estime contraire à plusieurs dispositions de la Constitution. C'est un dossier donc à suivre. La Société nationale d'électricité, SNEL, tient à l'amélioration de la qualité de son service sous le leadership de son directeur général Teddy Luamba. C'est dans ce cadre qu'elle a entamé plusieurs actions, notamment le remplacement et la reprise en basse tension de plusieurs cabines dans la capitale Kinshasa. Vous avez visité la cabine Lutundula où on a placé un nouveau transformateur hier, parce que c'était livré sans transformateur. On avait déjà apprêté les réseaux à moyenne tension. Les connexions sont en train d'être faites aujourd'hui et cette cabine-là sera en service aujourd'hui. À côté de cette cabine, il y a un réseau basse tension qui est associé à la cabine, qui est aussi en déploiement. Dans le secteur de Matongé et Kasavubu, là, nous avons travaillé sur le départ Éthiopie. Ce départ qui était affecté pendant un certain temps où les clients étaient hors service, non alimentés. On a dû surplomber la route Kasavubu pour essayer de les alimenter. À côté de ce départ qui a été réhabilité, nous avons également le départ Ikelemba, dont les travaux ont pris une très grande partie, c'est-à-dire le centre même de Matongé a été touché. Nous avons refait le tracé partant de la source du poste de Founan. On a fait un premier tronçon qui était un étranglement sur un câble de faible section. Nous avons remplacé par un câble de 240 à la place de 150. Ça nous permet d'augmenter la capacité de transit. Cela signifie simplement que nous pouvons avoir un peu plus de disponibilité de reprise qu'avant. Et de là, nous avons pris tout un tracé que vous avez suivi jusque dans la cabine Ikelema. Cette cabine qui est la première située dans notre centre de vente et services de Matongé a des transformateurs. Ça fait 1200 kVA et ces deux transformateurs pourront être épargnés des délestages liés à l'étranglement au premier tronçon. Bon, comme vient de le dire le chef d'entretien de ligne, c'est dans ce cadre-là qu'ici, on est en train d'utiliser la ligne 70 000. C'est cette ligne qui part de Zongo jusqu'ici à Gombe. Vous savez, cette ligne était à un moment donné mise hors service parce qu'il y a des ravins qui ont menacé les pylônes. Et puis, côté Badading là-bas, et puis c'est la ligne qui a eu des problèmes au niveau de Matadikiba là, lorsqu'il y a eu sectionnement d'un des conducteurs. Bon, maintenant que les choses sont revenues dans l'ordre, nous voulons, dans le cadre de l'amélioration du service, c'est ce que le chef de l'entretien vous a dit, nous sommes en train de chercher à amener beaucoup d'énergie à Gombe, de meilleure qualité pour desservir nos clients. Mais nous déplorons la seule chose que nous avons toujours dit, l'occupation anarchique de nos couloirs, des servitudes de la SNEL. Ce qui fait que, avec toutes ces maisons en étage qu'on construit, et toutes ces occupations vont empêcher à notre réseau de protection de mieux fonctionner. Et quand il y aura mort d'homme, on va se tourner vers la SNEL, alors que ces espaces-là sont des espaces non constructibles. En bref, l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a vibré au rythme de 2 dossiers brûlants en matière économique et financière. D'abord, l'examen du projet des règlements financiers, ensuite traité à huis clos, l'adoption de la dotation de l'Assemblée pour l'exercice 2026. Dès l'ouverture des débats, le président de la commission ECOFIN et PAJ suivi des élus a passé au crible les lacunes criantes de ce règlement élaboré par le questeur avec l'appui d'un comité ad hoc formé par le président de l'Assemblée. À son tour, ils ont dénoncé des failles fondamentales, l'absence d'un préambule clair posant les cadres légaux et ses références, manque flagrant des normes supérieures pour prévenir conflit des compétences et contentieux. En dehors de nos frontières élections en République centrafricaine, 7 candidats sont en lice pour le scrutin du 28 décembre très serré. Les états-majors de tous les candidats travaillent, sauf Archange Touadéra au pouvoir qui mouvante la RCA tout entière avec les mouvements de la campagne.
La République centrafricaine prépare les élections d'ici le 28 décembre 2025, mais ce pays a comme superficie 623 000 km², 5 331 000 habitants, dont 9 personnes par km². C'est un pays le moins peuplé du monde et une faible densité de la population. La République centrafricaine n'a que 20 préfectures et 60 sous-préfectures. Alors allez-y comprendre que ce que nous devons remarquer, c'est que les partis de l'opposition sont vraiment contre Touadéra, mais néanmoins, Faustin Archange Touadéra a quant à lui la population. Donc son troisième mandat, les opposants sont vraiment déterminés à tenter de les contraindre. 7 candidats sont en lice. Vous allez noter Faustin Archange Touadéra lui-même, Paritu Eddy Symphorien, Jory Serge Ghislain, Yélémende Marcelin, Dondra Henri-Marie Janet, et il y a aussi Reboas Aristide Briand, il y a aussi Dologele Anissé Georges, qui l'a toujours défié en tous les temps. Donc allez-y comprendre que ces 7 candidats qui sont à lice sont en train de mouiller leur maillot dans différents états-majors, et vous allez voir que déjà les images qui sont en train de défiler derrière vous, ce sont les différents états-majors, mais seul Faustin Archange Touadéra est en train de soulever la tempête, et ça sent déjà la victoire dans le camp du président en place Faustin Archange Touadéra. Donc c'est depuis Bangui, ici en République centrafricaine, Jacob Simbi pour Télé 50. Merci à vous, Jacob, pour tous ces détails. Et puis, les États-Unis sanctionnent 2 nouveaux juges de la Cour pénale internationale en soutien à Israël. Washington demande à la CPI d'annuler les mandats d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis en sport, les léopards de la République démocratique du Congo vêtus en rouge ont posé leurs valises à Rabat au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La compétition débute déjà ce 21 décembre. Placés dans les groupes D, les léopards affronteront donc tout au long de la phase finale le Bénin, le Sénégal et le Botswana. Pour en parler, je reçois sur ce plateau notre expert maison en sport justement, Christian Bokaya, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci beaucoup. Alors, le public, les amoureux du football aimeraient quand même en savoir plus sur la particularité de cette édition de la CAN. Alors bien évidemment, l'effervescence monte déjà à 48 heures du coup d'envoi. C'est vrai que les yeux du monde sont rivés sur le royaume chérifien pour une première, parce que là j'y réponds directement à la question sur la particularité, c'est que cette CAN va se jouer sur 2 périodes. Au mois de décembre et au mois de janvier, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Bref, une CAN qui va se jouer dans une période hivernale. C'est vrai que les pays de l'Afrique noire auront un tout petit peu du mal. Bon, depuis un temps, il y a beaucoup de binationaux, des joueurs qui évoluent loin du continent, qui se sont déjà habitués un peu avec l'hiver et ils n'auront pas beaucoup de soucis. Bref, la particularité aussi, c'est que le Maroc va mettre à la disposition de toutes les 24 nations qualifiées, enfin on va dire 23, parce que le Maroc lui-même déjà ça fera 24, des infrastructures de qualité. Au total, 9 stades vont accueillir cette grande fête de la football du football du continent, excusez-moi, dans 6 villes, Fès, Tanger, Rabat, Marrakech, Casablanca, bref. C'est une CAN dont les niveaux s'annoncent un peu élevés pour peut-être répondre Pourquoi élevé? Voilà ce que je voulais dire, parce qu'à chaque édition, on sent que les niveaux de la CAN montent d'un cran, parce qu'on a vu comment est-ce que la Côte d'Ivoire a souffert à domicile pour gagner cette CAN. Et pour cette édition, la 35e, aucune équipe ne viendra en victime expiatoire, aucun pays ne viendra en vadrouille, bref. Au regard de ces statistiques,
On s'est dit cette édition aura un niveau vraiment très élevé et ce ne sera pas facile. L'équipe qui devra s'offrir le titre devra vraiment batailler dur, bien évidemment, pour aller chercher ses Graals. Alors, cette CAN nous intéresse parce que nous sommes là. Ouais. On avait été qualifiés. Les Léopards sont arrivés hier à Rabat. Ils ont donc élu domicile sur place. Ils s'étaient préparés déjà en Espagne. Ouais. Quelles sont les chances des Fauves congolais? Alors, dans une CAN, on va dire atypique, nous avons encore un mot à dire, puisque autrefois on est venu en statut d'outsider. Maintenant, aucun adversaire ne va négliger la RDC, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on mettait les favoris, le Congo n'y était pas. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons fait lors de la dernière édition, alors messieurs, dites-vous que ce ne sera pas facile. Les chances, je vois les Léopards de la RDC sortir de ce groupe s'ils mettent un peu du sérieux. C'est-à-dire, on commence face au Guépard du Bénin, déjà le 23. Ensuite, on va jouer contre le Sénégal. Bon, j'ai prédit peut-être la victoire de la RDC sur le Sénégal. Mais ce sera, à mon avis, de matchs difficiles, puisque le Bénin n'a jamais gagné un match dans une phase finale de la CAN. Alors, les Guépards voudraient bien démarrer en force, et pour démarrer en force, il faut faire trembler l'équipe de la RDC. Nous, à notre côté, on sait qu'il faut passer d'abord le premier tour, qui est la phase des groupes, donc c'est le premier objectif. Nos chances, nous les avons, enfin, notre destin, nous l'avons en main. On devra maintenant se donner à fond. Juste après ce match-là, les maillons faibles, c'est peut-être les Botswana. Mais il ne faudra pas attendre le match du Botswana pour aller chercher la qualification. Il faut jouer le match du Bénin à fond. Question de voir ce qu'il faut faire, parce que là, on va récupérer les meilleurs troisièmes. Alors, si on a la chance de gagner ne serait-ce qu'un seul match et faire un nul, alors là, on peut directement avoir la chance d'aller en 8e de finale. Et je vois les Léopards arriver jusqu'au carré d'as. Mais attention, les équipes du top 10 n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais nous avons un mot à dire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, lors de la préparation en Espagne, on a vu comment est-ce qu'on a essayé de jouer depuis cette qualification aux barrages intercontinentaux, quand on a éliminé le Cameroun, le Nigeria, on a affiché un autre visage. Bref, on est vraiment dans les viseurs de beaucoup de pays et on doit assumer bien évidemment ces statuts des favoris, et je pense qu'on peut encore faire mieux puisqu'on a des qualités dans chaque compartiment. Alors Christian, le rappel de Gaël Kakuta fait parler quand même, ouais. Ça fait le tour des réseaux sociaux, les uns disent qu'il n'est plus en forme, les autres disent qu'il va apporter l'expérience. Ouais. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut dire ceci. Depuis son départ de l'équipe nationale, ça fait plus d'une année que Gaël n'a pas été convoqué. Mais on sentait quand même son absence se faisait remarquer. Gaël, c'est le numéro 10 qu'on aime avoir dans chaque sélection. Il apporte un peu plus de fraîcheur dans le jeu, il alimente l'attaque. Son absence s'est fait sentir. En tout cas, je pense que son retour va faire beaucoup de bien à Sébastien Desabre, parce qu'on a généralement vu comment est-ce qu'il compose un peu ses milieux de terrain avec Moutou Sami. C'est vrai que les gens, les Congolais, excusez-moi, aiment bien voir les joueurs évoluer dans des très grands clubs. Les facteurs âge aussi comptent un tout petit peu, mais Gaël, vu son profil, il est très important pour l'effectif de Sébastien, beaucoup plus pour son système. Il va apporter un peu beaucoup de fraîcheur, il va apporter beaucoup de mouvements, de mobilité dans ce jeu de Sébastien. Moi, je pense que c'est un retour salvateur, mais quitte à lui maintenant de confirmer qu'il avait encore sa place de titulaire, puisqu'il a été rappelé. Bon, est-ce qu'il sera aligné dans le 11 de départ? Ça, c'est à Sébastien de nous dire. Mais attention, c'est un pion majeur qu'il faut vraiment saluer, dont il faut saluer le retour, et je pense qu'il va jouer une partition très importante dans l'équipe de la RDC. Merci beaucoup Christian Bokaya. Je rappelle que vous êtes notre expert maison dans le desk sport. Merci pour toutes ces explications très claires. C'est moi qui vous remercie, Christian. On va prendre les rappels des titres à présent. Le M23 a-t-il réellement quitté la ville d'Ouvira comme annoncé par la rébellion? Le gouvernement provincial du Sud Kivu émet des réserves et des doutes. Il dénonce une manœuvre visant à faire baisser la pression internationale. En justice, la Cour constitutionnelle examine vendredi 2 requêtes en inconstitutionnalité introduites par Constant Moutamba selon un extrait de rôle consulté par la presse. La première requête vise les résolutions de l'Assemblée nationale autorisant l'instruction et les poursuites à sa charge. La seconde porte sur un arrêt avant dire droit
rendu par la Cour des cassations que le requérant estime contraire à plusieurs dispositions de la Constitution. Et puis à l'approche des festivités de fin d'année, les autorités nationales et celles de la capitale serrent la vis et rassurent sur les mesures de sécurité prises. Puis les États-Unis sanctionnent 2 nouveaux juges de la Cour pénale internationale en soutien à Israël. Washington demande à la CPI d'annuler les mandats d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. Place à présent à la revue de presse. Et c'est avec Joëlie Célona qui va devoir me rejoindre sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, 2 sujets à la une. D'abord, Uvira, retrait douteux de l'armée de Kagame. Christian Kalonji, la plupart des journaux parus ce vendredi reviennent sur ce retrait des M23 à Uvira, débutant avec Le Phare qui parle d'un retrait douteux de l'armée de Kagame. Selon ce quotidien, en croire des sources crédibles ainsi que des autochtones congolais, des soldats rwandais camouflés en rebelles congolais seraient sortis en grand nombre de cette ville qu'ils occupaient pour se positionné dans sa périphérie. Et de son côté, le journal Ouragan dénonce un faux retrait du M23 dans la ville d'Uvira. Le média précise que derrière les déclarations officielles du mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, les faits observés sur terrain racontent une toute autre histoire, celle d'un retrait partiel, flou, réversible et manifestement conçu pour desserrer l'étau diplomatique international sans renoncer au contrôle stratégique. Et face justement à cette situation sécuritaire qui s'aggrave dans la partie est de la RDC, le maximum estime que la neutralité apparente des États-Unis n'est plus tenable. Pour les tabloïds, les appels à la désescalade sans actes concrets apparaissent désormais insuffisants. Et pour restaurer sa crédibilité et contribuer réellement à la paix, Washington est attendu sur des décisions claires, cohérentes et courageuses. Faute de quoi, l'histoire retiendra que face à une agression documentée, à une crise humanitaire majeure, la première puissance mondiale a choisi de regarder ailleurs. Et entre-temps, le baromètre sécuritaire du Kivu a documenté 226 incidents sécuritaires dans l'est de la RDC au mois de novembre 2025. Ces chiffres, affirme Radio Okapi, représentent une baisse de 5% par rapport au mois d'octobre. Toutefois, le rapport publié hier jeudi souligne forte augmentation du nombre des civils tués avec 289 morts contre 205 le mois précédent. Et puis on va terminer avec ce sujet. La Cour constitutionnelle examine vendredi les requêtes de Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice. Christian Kalonji, dans le reste de l'actualité, vous l'avez dit, la Cour constitutionnelle se penche ce vendredi sur la requête en interconstitutionnalité introduite par Constant Mutamba. CongoQuotidien.com explique que dans sa requête, Constant Mutamba s'attaque aux 2 résolutions adoptées par l'Assemblée nationale le 29 mai et le 15 juin 2025. Ces textes avaient autorisé l'ouverture d'une instruction judiciaire à son encontre, conformément à la procédure applicable aux membres du gouvernement. L'ancien ministre note ce média, estime que ces résolutions sont contraires à la Constitution et qu'elles ont servi de fondement à une procédure qu'il juge irrégulière dès son origine. Et pour terminer cette revue de presse, Christian, le média en ligne Actualité.cd est revenu sur cette date du 2 septembre 2025, date à laquelle la Cour constitutionnelle avait condamné l'ancien ministre de la Justice à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans une affaire portant sur 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, tout en rappelant que la haute juridiction avait également prononcé à son encontre une interdiction de 5 ans à accéder à toute fonction publique. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi, Christian. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Mambasa, dans le Congo profond, grâce à Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.